Et en attendant le podium de ces Ford Modified, on assiste à la mise en grille du Supercar Challenge à partir d'ici quelques minutes pour le tour de formation. On rappelle une course de 60 minutes plus un tour. On voit les différentes autos, les M6 GT3 notamment, qui passent ici devant nous. On a une M4 GT3 nouvelle génération qui est également présente sur cette grille de départ, toujours assez éclectique. Juste au pied du podium, on a l'Alpine numéro 301, clairement l'une des voitures les plus en vue en général dans cette compétition néerlandaise du Supercar Challenge, GTN Prototype Challenge. Dans quelques instants, nous aurons la cérémonie de podium également pour les Ford Modified. Alors que l'on découvre ensemble cette grille de départ de cette deuxième course Supercar Challenge de ce week-end, 1 heure plus un tour, des GT, des radicales, des tourismes, du TCR, un peu de tout sur cette grille de départ. Alors que les pilotes ne vont plus tarder maintenant à s'élancer pour le tour de formation. Deux minutes, une minute, le panneau de contrôle nous signale 1 minute avant ce tour de formation. Évacuation de la piste, s'il vous plaît. Michel, tu n'appuies pas sur le 6 quand Sam parle, hein. Tu n'appuies pas sur le 6 quand Sam parle, hein, Michel. Bien entendu, c'est lui qui est à la manœuvre, hein, de toute façon. C'est la Norma 614 de Berg-Engelen qui s'était imposée hier à l'issue de la première course. Il avait précédé 2 BMW M6 GT3, celle de Janssen Poland et celle de Teuben Wering. La Praga avait terminé 4e devant une autre BMW M6 GT3, celle de Meyer. Et voici le départ du tour de formation. Dernière opportunité pour ses concurrents du Supercar Challenge, Prototype Challenge, de faire démonstration de leur talent ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps. Avec le virage que vous connaissez à la source, toujours ce premier nœud, ce premier point d'achoppement dans une épreuve. Et puis la descente vers le rouge, vers le raidillon. Et on est heureux de retrouver sur cette grille de départ la 177 qui s'élancera 4e. C'est la Bentley Continental GT3 de Herbert
qui avait dû renoncer hier durant le début de la course de ce samedi. Les pilotes qui viennent d'entamer le passage sur le haut du circuit, les premiers viennent de franchir les combes. Alors on avait vu hier dans la course que les GT avaient réalisé un superbe début de course, passant même les deux Norma et Praga, avant de voir celle-ci reprendre légèrement l'avantage en faveur de leur vitesse de pointe peut-être. On va voir comment ça va se dérouler d'ici quelques minutes, le temps pour les pilotes d'en terminer avec leur tour de formation, son niveau du double gauche actuellement. Le meilleur tour avait été réalisé hier par Berg et Engelen. Bien évidemment, la Norma M20 en 2,22 488, moyenne de 177 km/h. La semaine dernière, il a plus de violence que l'autre. Allez, on les a à l'image. Les pilotes sont maintenant en train de revenir. Ils viennent de passer. On va pouvoir lancer cette épreuve de 1 heure plus un tour, je vous le rappelle. Les voitures sont alignées. Le départ pourra donc être donné sans souci. La Norma, la Praga, une BMW, la Bentley, 2 autres BMW avant de retrouver 2 radicales. Le passage à la chicane, les feux sont toujours au rouge. On espère que tout ceci va se passer dans l'ordre. Les feux sont éteints, c'est le départ avec un excellent envol pour la 111 de Tobben Wearing. La Praga aussi semble-t-il, mais elle est entre la BMW et la Bentley qui va tenter de faire l'extérieur. Herbert qui passe dans le bac à gravier, passage dans le bac à gravier pour la Bentley qui chute dès lors au classement. Devant la Praga est passé 2 BMW également, les 2 radicales, une autre BMW et la Bentley, le passage du Raidillon, et puis on refera un point au niveau du freinage des combes. Le premier pointage avec Tobben Wearing, la 111 en tête, suivi de la 618 Stowell Gonzalez, la BMW de Jansen Poland, la Bentley en 4e place, la 614 de Berg Engelen est 5e devant la BMW de Meyer. Les pilotes qui se dirigent maintenant vers le speaker corner pour le premier passage en course.
avec toujours la 614, je pense, ou la 618, difficile. On a toujours le transpondeur qui pose un peu problème au premier passage. Ça doit être la 618. Et c'est donc la Praga Errante qui est en tête de cette épreuve. Oula, avec une petite dérobade au niveau du virage des Fagnes, du pif-paf et la BMW qui a mis 2 roues dans le bac à gravier. Le virage 14. Avec les commissaires qui nous annoncent un tête à queue quelques pas sur le circuit. Et le premier passage sur la ligne, c'est effectivement la 618, c'est la Praga de Stowell Gonzalez qui est en tête devant. La 111, c'est la BMW M6 GT3 JR Motorsport de Tuben Wearing. Et la 105 qui est en troisième place, c'est également une BMW M6 GT3 de Janssen et Poland. Alors qu'on nous repropose un ralenti, et voilà le tête à queue qui était annoncé par les commissaires, c'est la 211. 211, c'est la Silhouette 3,5 litres de Toppel Whistling qui a 2 pneus dans le bac à gravier au niveau de la sortie du virage des pif-paf des Fagnes, me semble-t-il. On va voir ce que les commissaires ont décidé par rapport au dégagement de cette voiture qui se trouve en périlleuse position là-bas au niveau du milieu du circuit. Devant, on voit Herbert qui a entamé sa remontée après avoir loupé le premier virage de la source et le passage dans le bac à gravier. Les leaders qui viennent de passer au niveau du speaker corner. La Praga toujours largement devant avec un peu plus de 1 seconde 8 d'avance, 3 secondes 6 de retard pour la BMW 105 de Janssen Poland. La Bentley a été dépassée par la 105, oui tout à fait, 105 de Janssen Poland, la 4e place pour la Bentley 177, mais elle pousse, elle est dans les échappements, alors que la Silhouette a pu être dégagée sans neutralisation, sans autre levée de drapeau jaune. Excellent travail là-bas. Et on a une BMW, là ça doit être une 353 vraisemblablement, la M3E46 de Wanné qui a fait une pirouette là-bas au niveau des combes. On se concentre sur les leaders, en tout cas au niveau de la catégorie GT. La Praga repasse devant nous, toujours largement en tête, suivi de la 111 BMW M6. Une deuxième, la 105, et puis la Bentley, toujours en 4e place. Les positions de tête restent inchangées à l'heure actuelle, mais la course va encore être longue. Il reste 55 minutes plus un tour. Rien n'est fait. Si on s'intéresse au classement particulier, on voit que Radical, c'est Greenhalgh qui est en tête de ce classement. Il est en 6e place au classement général. En SSP1, c'est la numéro 244 de Schultmeyer qui est en tête de cette catégorie. Elle est 10e au général. Au niveau du SSP2, c'est Kerik et Kerik qui mène cette catégorie depuis la 18e place au classement général. Et puis en sport 1, on retrouve Niemans du Spirit Racing Team en 30e place. Et en sport 2, il y a du belge sur cette voiture, c'est la 800, c'est la Clio de Van Den Broek. Et Iserbit qui est en 35e classement général. Les pilotes qui sont dans leur 3e tour déjà.
Alors qu'on voit le ralenti de passage hors des limites de piste au niveau du raidillon. La Praga toujours bel et bien en tête avec un peu plus de 5 secondes d'avance maintenant sur la première GT qui est toujours la BMW 111 de Tobin Waring. Deuxième place des GT, la 105 de Janssen Poland devant la Bentley de Herber en quatrième place du classement général. Premier radical, toujours Greenhalgh. Et on a la jolie bataille entre, normalement, me semble-t-il, la 105 de Janssen et Poland et la 177 de Herber. On retrouve à peu près les mêmes pilotes qui étaient animateurs de cette première joute hier déjà sur le circuit de Spa-Francorchamps. On voit encore une fois aussi que du côté de Berg et Engele qui partaient en pole position, le début de course est toujours un peu plus compliqué pour ces voitures, pour ces autos qui sont bien des prototypes, qui n'ont forcément pas les mêmes contraintes, on va dire, en termes de chauffe des pneus et de véritable mise en route de tout cela et de prise de rythme que les voitures notamment en GT. On rappelle que le peloton est découpé, on va dire, en deux grandes catégories, c'est-à-dire que vous avez d'un côté les GT et Prototype, les GT et les prototypes, c'est-à-dire les classes CN, GT et Radical, qui auront leur propre fenêtre de ravitaillement qui sera bientôt ouverte d'ailleurs, il reste 50 minutes plus un tour, donc on ne devrait pas tarder à voir justement l'ouverture de cette fenêtre de ravitaillement, et ensuite nous aurons la fermeture de cette fenêtre là et l'ouverture de la fenêtre pour toutes les classes dites classes sport, les classes un peu plus tourisme, c'est-à-dire les classes super sport 1 et 2 et les classes sport 1 et sport 2. Donc ça c'est pour toutes les différentes catégories qui seront présentes ici. Si vous aimez, encore une fois, si vous êtes dans la tribune principale ici du circuit de Spa-Francorchamps et que vous aimez voir des personnes monter sur des podiums, eh bien c'est votre jour de chance puisqu'il y aura 10 podiums lors de ce Supercar Challenge. Yellow Flag, turn 4, on va aller jeter un petit coup d'œil sur nos moniteurs parce qu'on a un drapeau jaune du côté du raidillon, et ça en général à la sortie du raidillon on aime toujours avoir évidemment les images pour s'assurer que tout aille bien. Donc là dans le raidillon on ne voit pas grand chose, et tout en haut là-bas non plus au sommet, peut-être à la sortie complètement ici, on voit le drapeau jaune qui est agité effectivement après la sortie du raidillon. Mais on ne voit pas de voiture immobilisée. En tout cas, le drapeau jaune est effectivement agité. La 801 de Vandenbroek et Iserbait, voiture de la catégorie Sport 2, est au stand. Elle vient de repartir. On nous annonce l'arrêt en piste de la 305 de Barenburg et de la 373 de Weissman. À voir évidemment comment cette situation va évoluer. 4 secondes 8 d'avance pour William Stowell et Rodolfo Gonzalez, le pilote vénézuélien, sur Max Tube et Max Wehring. Ensuite, on a en troisième position la numéro 177, ça c'est la voiture de Bob Herber. Quatrième place par numéro 105 de Max Janssen et Jordan Poland. Et cinquième place du coup pour Alain Berg et Patrick Engele qui avait déjà terminé aux avant-postes hier. Je vais vérifier cela sur nos petites fiches, mais effectivement c'est la victoire pour Alain Berg et Patrick Engele hier. Assez étonnant évidemment ce que l'on a
en termes de classement général et surtout en termes de chauffe, on va dire, pour Berg et Engeles. Et souvent, voilà, les débuts de course un petit peu compliqués, mais la voiture a fait son meilleur tour en course en 2.24.1 récemment. Le meilleur tour absolu, c'est 2.22.7 pour la Norma de Stowell et Gonzalez. Mais sinon, voilà, la voiture commence maintenant, cette 614, à prendre vraiment la mesure de cette piste. On a belle bataille qu'on peut suivre également sur le live streaming, sur le Facebook officiel du RAC Spa et sur la page YouTube du Royal Automobile Club de Spa. Vous pouvez suivre la bagarre entre la 177 pardon, et la 105, c'est-à-dire Herber et du coup la voiture de Janssen et Poland. La numéro 177, c'est la voiture de Bob Herber, cette Bentley Continental GT3. La numéro 305, ça c'est la voiture que je recherche tout de suite dans notre petit classement. Bass Barenbuch, la voiture 305 n'a pas de transpondeur, mais est également indiquée comme étant stoppée en piste, donc ça peut effectivement venir de là. À mon avis, on l'indique comme étant stoppée puisqu'elle n'a pas de transpondeur. C'est arrivé dans la course précédente, enfin 2 courses avant, en Caterham avec la numéro 32, notamment de Ian Anderson, qui était indiqué comme ayant été stoppé et qui finalement n'avait simplement pas de transpondeur. La bagarre principale, en tout cas sur ce circuit de Spa-Francorchamps, et celle que l'on suit grâce aux caméras de la réalisation, c'est entre Bob Herber et la voiture de Max Janssen et Jordan Poland. Ils sont maintenant à l'assaut du Raidillon. Et la BMW est un petit peu loin de la Bentley, mais attention, elle revient. Hein. Bentley qui n'a pas forcément pris le deuxième gauche du Raidillon assez rapidement. On va aller voir dans la ligne droite de Kemmel. Et oui, elle attaque dans la BMW. Elle se montre plus dans les rétroviseurs qu'elle ne peut véritablement attaquer cette Bentley Continental GT3. Voiture qui détonne toujours hein, dans ce genre de peloton, bien entendu. Ici, effectivement, en catégorie GT, on retrouve pléthore de M6 GT3. On a également une BMW M4 GT3 de la nouvelle génération. C'est la voiture numéro 149 de CS Wayman. Mais sinon, une Bentley Continental, c'est assez rare, effectivement. Et ça fait plaisir, ça ajoute bien sûr une petite dose d'éclectisme à ce peloton du Supercar Challenge GT and Prototype Challenge. Donc en CN, les leaders sont Stowell et Gonzalez dans la 618. En GT, Tube et Vering dans la numéro 111. En Radical, c'est toujours Jérôme Greenhalgh hein, qui mène cette catégorie radicale en général. Vraiment très, très rapide, le pilote britannique. Qui avait remporté déjà la première course d'hier. Ensuite en Super Sport In, c'est la voiture numéro 264 de Jonas de Kimp, cette Golf TCR qui pour l'instant mène les débats. En Super Sport 2, c'est la numéro 369 de la famille Kerich, Asso et Semo Kerich. Et enfin en Sport In, la 461 de Mark Jobst, la Silhouette. Et en Sport 2, c'est la 862 de Robin Dries et Samuel Hilgers. Et il y aura également 2 autres catégories, les DRDO, où là je pense que c'est la 369 de Kerich et Kerich qui mène la danse devant la 352 de Kirchhoff et la 380 de Steintjes et Grootskolte.
Un petit warning flag, hein, histoire de commencer tranquillement cette course. Il reste 41 minutes. 20 minutes avant un warning flag. Là, on est sur un record, peut-être sur les circuits de Spa-Francorchamps, un numéro 328. 328, ça, c'est une voiture qui devrait appartenir à la catégorie, à l'une des catégories sport. 328, c'est Harper, effectivement, du Kaufman Racing en Super Sport 2. Jos Harper avec cette BMW M4. Warning pour dépassement des limites de la piste. Avertissement, donc. On voit que Alain Berg et Patrick Engele commencent à remonter un tout petit peu au classement, mais cela dit, ils remontent en termes de position, ils sont 4e du général maintenant, mais ils ne se rapprochent pas de Stowell et Gonzalez, il y a toujours 17 secondes 9, et comme en Supercar Challenge il n'y a pas de classement général, en tout cas le classement général n'est pas célébré sur le podium, ce qui compte c'est la victoire de classe, et forcément pour l'instant ils accusent un débours assez important, 19 secondes 5 maintenant sur la voiture de tête, un joli dépassement là d'une Golf sur une BMW. Alors, on voit des choses de toute façon qu'on ne voit pas dans les autres catégories, hein, certainement ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et du coup, eh bien, Berg et Engele, ils viennent de s'intercaler dans la bagarre qui nous occupait pour la 3e place du général entre Herbert et Janssen et Poland, puisque la voiture s'est intercalée maintenant entre ces deux autos-là. La pit window, ça y est, après 20 minutes de course comme prévu, la pit window, la fenêtre d'arrêt au stand pour les GT et les prototypes s'ouvre. Elles sont assez restreintes, hein, ces pit windows, donc il va pas falloir se louper, parce qu'en fait ici c'est très compliqué avec la grandeur du circuit de Spa-Francorchamps, avec la longueur du circuit, plutôt, même si le circuit de Spa-Francorchamps a évidemment une certaine grandeur, bien sûr, et bien, quand vous voyez des tours en minimum 2,24, et pour les GT on est en 2,30, 2,32, forcément il faut prendre cela en compte sur votre stratégie. Si on vous annonce par exemple 10 minutes de pit window sur un circuit de 40 secondes, bah, vous savez que globalement vous pouvez vous arrêter très très tard dans la pit window, il n'y a pas trop de risque. Mais ici avec des tours de 2,30, 2,40, si la pit window fait 10, 15 ou 20 minutes, il faut savoir quand même globalement se mettre parce qu'on peut facilement rater la fin de la fenêtre d'arrêt au stand. Et ça c'est un petit peu dangereux. Weissman dans le numéro 373, et bien sa voiture est ramenée au stand. Du côté de la 103, c'est la 7.4 GT3 de Hein Koopman. On a décidé de ne pas prendre de risque. On s'arrête dès le début de cette fenêtre d'arrêt au stand pour le pit stop obligatoire. Hein. Deux fenêtres distinctes, je vous le rappelle. Ici, une pit window pour les GT et les prototypes. Et ensuite, on aura une pit window pour tous les véhicules des catégories Sport 1, Sport 2, Super Sport 1 et Super Sport 2. On retrouve à l'écran la voiture de C.S. Weissman, la 149. C'est la M4 GT3. Ça, c'est un petit peu la curiosité de ce meeting ici, de Spa Euro Race et de ce meeting et de cette course du Supercar Challenge, puisque ça fait partie vraiment des nouvelles GT3 hein, assez récentes. Bon, est-ce qu'on aura un jour l'occasion de voir l'une de ces nouvelles Ferrari, la Ferrari 296 GT3 qui a fait de très très beaux débuts. Ça, je ne suis pas sûr qu'on la verra tout de suite en supercar, mais qui sait, peut-être dans des années à venir. Mais ici, la voiture de C.S. Weissman, un millésime 2021. L'arrêt au stand de la voiture de tête, la numéro 618, William Stowell, Rodolfo Gonzalez. Le pilote vénézuélien Rodolfo Gonzalez, ancien pensionnaire du GP2, l'antichambre notamment de la Formule 1. On s'affaire évidemment autour du pilote qu'on extrait pour procéder justement au changement de pilote. Et c'est Rodolfo Gonzalez maintenant qui va prendre le relais dans cette voiture. Qu'on remercie puisque c'est indiqué Venezuela en gros sur sa combinaison, ce qui permet de savoir évidemment qui est qui dans cette auto, ce qui nous aide beaucoup. Arrêt au stand de la 111 de Max Tube et Max Wehring également, la 177 de Bob Herbert et la 105 de Max Janssen et Jordin Poland. Si vous nous suivez en live, vous aviez vu la 111 et vous avez en quart image la numéro 618 qui procède également du coup à son arrêt au stand. Arrêt au stand absolument obligatoire bien sûr. Si vous loupez la pit window, on a tout un lot de pénalités qui peuvent aller jusqu'à la disqualification pure et simple bien sûr du pilote fautif. Mais en général, ça s'est très bien passé hier du côté justement de la pit window. Pas non plus d'infraction, tant d'infraction que ça, que ce soit la limite de vitesse ou justement la fenêtre d'arrêt au stand. Donc ça c'était extrêmement positif bien sûr. Ça repart du côté de la voiture numéro 111, la 128 de Pierre-Étienne Bordet, qu'on a également vu ce matin en Alpine Europa Cup,
et qui avait fait le double duty hier avec 2 courses consécutives. Donc ça repart pour la 618, ça c'est bon, la 177, la 111 qui repart également, la 105 de Janssen et Paulon, ça ne saurait tarder, la 128 ici, Pierre-Étienne Bordet, avec cette Porsche de chez Speedlover. On lui a tendu une petite bouteille d'eau parce que, évidemment, quand vous êtes tout seul dans la voiture et que vous faites l'intégralité de la course, ce n'est pas simple. Mais ça va. Il reste 35 minutes, 50 secondes et un tour. Donc on approche de la mi-course. Et là, c'est le moment où on peut un petit peu se relaxer parce que, justement, avec cette pit window, il y a également un temps minimum qui est décrété dans les stands. Donc, évidemment, quand vous n'avez pas le changement de pilote ici, le pilote peut juste rester assis. Et voilà, ça lui permet de se reposer quelque peu si tant est qu'il y ait un petit peu de repos dans ce genre de course. Ça va repartir pour Pierre-Étienne Bordet qui, comme je vous le disais donc, a également participé aux 2 joutes du week-end en Alpine Elf Europa Cup. Et c'est donc Alain Berg et Patrick Engeleux qui mènent actuellement cette épreuve ici sur le circuit de Spa-Francorchamps, mais ils n'ont pas encore effectué leur aérostand. Pareil pour Dan Meyer en 2e position générale et la numéro 108 qui est la voiture de Van Vliet. La 108 c'est la BMW M6 GT3 de Ted Van Vliet. Et on va attendre de voir quand est-ce que les leaders vont passer par la voie des stands pour effectuer cet arrêt au stand obligatoire. Pour l'instant, Alain Berg et Patrick Engeleux, leur voiture est dans le milieu du 2e secteur. On va bientôt les voir arriver du côté, en principe, de Stavelot pour conclure justement ce 2e secteur. Et on attendra de voir cet arrêt au stand. Ce sera très important de voir où ils vont sortir par rapport à la Praga de Stowell et maintenant donc Rodolfo González au volant. On a vu hier que quand le 2e pilote avait pris le volant, ça baissait en termes de performance. Et vu le début de course, je pense que c'était déjà González qui avait pris le volant en 2e hier. Et donc à voir aussi évidemment le niveau de jeu des 4 pilotes impliqués. Alain Berg et Patrick Engeleux de l'autre côté, on précise c'est bien Patrick Engeleux, nous avons une indication comme quoi c'est un E, mais c'est bien Patrick, on nous l'a confirmé hier lors des différentes cérémonies protocolaires. On continue de voir également les voitures qui sont empêtrées dans quelques manœuvres de dépassement bien sûr dans le peloton, ça ce n'est jamais très simple pour tout le monde avec autant de catégories différentes, vous avez beaucoup de disparités dans les différents classements. Tout sert pas de cet écran-là. Et la restand pour la voiture de tête d'Alain Berg et Patrick Engeleux, ça y est, à la fin du 11e tour de piste, on fait rentrer au stand cette numéro 614 du PS Racing by Paticon Suit. À voir évidemment à quelle position cette voiture va ressortir, à quel écart, surtout avec la voiture de Stowell et González. On a Cees Weisman dans la M4 GT3 et on a également la numéro 733, la Radical de Van Damme et Raducanu qui passe par la pit lane désormais. Ça repart pour Weisman. Et on voit Alain Berg avec le drapeau luxembourgeois sur sa Norma. Bataille en CN en général entre la Norma d'Alain Berg et Patrick Engeleux et la Praga de William Stowell et Rodolfo González. Cette Praga qui a sa propre compétition d'ailleurs du côté du Royaume-Uni. La compétition réservée au Praga qui fonctionne d'ailleurs plutôt pas mal et qui est, si je ne dis pas de bêtises, engagée dans le cadre du Britcar également, avec ses différentes voitures de GT et de tourisme. La 107 qui rentre au stand d'Anne Meyer, accompagnée également de la 108 de Ted Van Vliet, et également la numéro 105 de Jérôme Greenhalgh. Là, on sent évidemment qu'on s'approche tout doucement de la fin de cette fenêtre d'arrêt au stand. 31 minutes 30 secondes plus un tour à parcourir encore dans cette épreuve. Attention, c'est Weisman qui attaque avec la M4 GT3 sur l'une des voitures un petit peu plus loin dans la hiérarchie.
Donc Berg et Engele sont repartis. On va attendre de voir passer cette voiture au premier secteur pour l'écart exact avec Stowell et Gonzalez. Pas mal ce que fait la numéro 244 maintenant de Schulte et Meyer en Super Sport 1. C'est une voiture qui remonte forcément au classement général au fur et à mesure des arrêts au stand de tout le monde. Le top 3 s'est arrêté en tout cas. William Stowell et Rodolfo Gonzalez est en tête avec la numéro 618. Deuxième place pour la 177 de Bob Herbert. Et enfin troisième place pour la 111 de Max Tube et Max Wehring. Et maintenant, eh bien, on n'a toujours pas Berg et Engele qui passent au premier secteur. Ça, c'est assez inquiétant. Sortie de piste. Et c'est la numéro 105. La BMW M6 GT3 de Max Janssen et Jordan Poland. Oh, c'est au raidillon. Oh, gros tête à queue dans le raidillon. Je me demande s'il n'y a pas eu une rupture mécanique là, parce que c'est assez étonnant de la perdre comme ça. Rupture mécanique ou une crevaison. Et l'impact, heureusement, est assez léger compte tenu de l'endroit, évidemment, de la perte de contrôle, mais quand même pas mal de dégâts. Drapeau jaune agité, évidemment, dans le raidillon. Et merci à l'équipe de réalisation qui nous permet de voir le replay. Full course yellow. On a effectivement, dans l'attirail de la direction de course, ce full course yellow en Supercar Challenge. On va quand même essayer d'aller voir si tout va bien pour la numéro 105. Pour Max Janssen ou pour Jordan Poland. Que s'est-il passé là avec la Porsche on a une figure libre aussi là d'une des Porsche. La numéro 128 pour être précis. Alors les commissaires qui sont présents avec le pilote de la 105, ça a tapé quand même assez solidement côté droit. Mais c'est là qu'on voit aussi où l'allongement de cette zone de dégagement permet quand même de ralentir un tout petit peu plus ces voitures avant ces impacts. Barenburg qui est dans la numéro 305, toujours au stand, cette voiture du Paskuten Racing. Et évidemment toutes les équipes qui sont présentes pour s'assurer que tout va bien du côté de la 105 bien sûr. On peut encore une fois saluer tout le travail des commissaires, mais également des équipes d'extraction, des équipes médicales. Commissaires, ça inclut évidemment commissaires de piste, les hommes et femmes en orange que vous voyez tout au bord du circuit, mais aussi les commissaires de stand. Bien sûr, les marshals qui prennent place aussi lors des mises en place. Et encore une fois, on voit que le travail est extrêmement bien fait. Voilà, le pilote qui s'extrait de sa voiture. On revoit l'incident sur le live streaming. C'est vrai qu'il tape avec la main droite. Alors maintenant, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que le tête à queue arrive et on voit que c'est le capot avant en fait qui se soulève plus que l'arrière par exemple qui pourrait avoir été victime d'une crevaison. Donc ça, c'est assez étonnant, mais sorti forcément à très haute vitesse et on peut comprendre si le pilote avait besoin de quelques instants pour se remettre de ses émotions, parce que forcément, quand ça sort à cet endroit-là, on a toujours un petit peu peur, mais encore une fois, allongement de la taille des dégagements à cet endroit-là, et ça permet bien sûr de taper un petit peu moins fort, on va dire, mais toujours de manière assez forte. On n'aimerait pas être dans ce genre de situation, bien sûr. La fenêtre d'arrêt au stand qui s'ouvre également pour toutes les divisions sport et super sport. Je regarde en niveau GT et prototype. Tout le monde a effectivement purgé cet arrêt au stand obligatoire. 10 minutes de pit window à chaque fois. Donc là, ça s'est bien passé pour tout le monde. Pas mal de pilotes qui vont rentrer au stand. On voit Steintjes et Grootskolte dans la 381. Tapey et Wieseling dans la 211. Harper dans la 328. Kirchhoff dans la 352. Van der Linde dans la 357. Jobst dans la 461. Wout et Van de Broek dans la 301. Et Niemann dans la 401. Évidemment, c'est le bon moment pour s'arrêter au stand parce que maintenant que nous sommes sous rythme de full course yellow, tout le monde est au ralenti sur la piste et forcément on va perdre moins de temps à faire son arrêt au stand à ce moment précis. Schulte et Meyer, la voiture qui est en tête en Super Sport 1 qui s'arrête au stand à 244, pareil pour Jonas de Kimp dans la numéro 264. J'imagine que Lorenz de Witt en fera de même dans quelques instants dans la 222. Il avait 28 secondes de retard, donc le temps qu'il arrive évidemment au niveau de l'entrée de la pit lane, surtout que là on est en train d'évacuer la voiture, mais il y aura encore quelques instants au moins sur full course yellow. L'arrêt au stand de la 222, on voit Lorenz de Witt qui rentre effectivement dans la pit lane avec cette voiture du Paskuten Racing. On imagine aussi que la 201 de la famille de Borst, Dennis et Steph de Borst, la Hyundai i30 NTCR, effectivement rentre au stand également. Petite image de la 461, cette silhouette de Mark Jobst, qu'on trouve assez jolie, peut-être jolie décoration, mais malheureusement, le capot est enlevé.
Et donc la quasi-totalité hein, du peloton, que ce soit en Super Sport 1, Super Sport 2, Sport 1 ou Sport 2 en profite. Hein. Effectivement, c'est tout à fait malin de rentrer au stand maintenant. Après, à voir, parce que ça pourrait causer quelques soucis à certaines GT et radicales notamment, parce que on va se retrouver avec des Super Sports intercalés. On rappelle encore une fois que le classement général n'est pas célébré sur le podium, mais à mon avis, la première chose qu'un pilote demande de toute façon quand il descend d'une voiture, c'est à quelle place je suis, et on regarde d'abord le classement en général avant de regarder le classement dans les différentes catégories. On a la voiture de Tony Van Den Grift et Priscilla Speelman qui est également dans la voie des stands, cette Golf. Qui avait terminé d'ailleurs sur le podium hein, de sa classe hier. Donc Green Flag, Sergio Party, eh bien encore une fois très efficace au niveau des équipes d'intervention sur le circuit de Spa-Francorchamps. Green Flag, donc on repart, mais comme quasiment tout le monde a fait son arrêt au stand, je vois qu'il ne manque que Dries et Hilgers dans la 862 en Sport 2, mais sinon tout le monde a fait son arrêt au stand obligatoire, donc finalement pas trop de pertes. Alors maintenant Dries et Hilgers, je regarde, bon, ils ont de la chance parce que Vandenbroek et Isorbate qui sont deuxièmes en Sport 2 ont déjà fait 2 arrêts au stand, donc ils ont dû prendre pas mal de retard. Drive-thru, attention, les 107 et 108. Alors, eh bien, on est en 5e et 6e position du général. On est en 3e et 4e place en GT. 3e place pour la 108 de Ted Van Vliet. 4e place pour la 107 de Dan Meyer. Ces voitures écopent d'un drive-thru, c'est-à-dire un passage au stand à vitesse limitée évidemment, mais sans s'arrêter dans son box, pour pit stop infringement, c'est-à-dire donc eh bien infraction lors de la séquence de pit stop. Est-ce que le pit stop n'était pas assez long, on n'a pas répondu au temps limite? Est-ce que il a été fait quelques secondes en dehors de la fenêtre d'arrêt? Ça, effectivement, on n'a pas forcément pu avoir tous les éléments. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, une vitesse limite dans les stands, un pit stop fait de manière incorrecte avec le changement de pilote, les changements de pneus, ça voilà, il peut y avoir beaucoup de choses évidemment dans le règlement qui vous donnent ce genre de drive-thru, mais donc eh bien ils ont été pris en faute vis-à-vis justement du règlement de ce Supercar Challenge, GTN Prototype Challenge. Et ça c'est bien embêtant pour ces voitures qui se battaient pour le podium. Alors à voir si Hein Koopman pourra remonter justement sur le podium de cette catégorie GT. Il était quand même à plus d'une minute hein, de Van Vliet et Meyer, donc ça me paraît compliqué. Et ce qui est très bien, c'est que les deux voitures qui se battent pour le podium sont très proches en piste et elles vont se retrouver ensemble dans la pit lane. Donc ça va être assez sympa à suivre. Elles sont toutes les deux pénalisées. Personne n'aura d'avantage. Peut-être aussi, bien justement, quand on est deux à rentrer très proche comme ça au stand, eh bien on a envie de battre l'autre coûte que coûte et ça peut provoquer des infractions au règlement entourant justement eh bien, la manière de faire dans ces arrêts au stand. Mais décidément, on vous sort des prophéties à l'antenne qui ne se vérifient pas du tout, puisqu'on disait est-ce que Hein Koopman va pouvoir en profiter pour remonter sur le podium des GT. Il est donc au stand pour la deuxième fois actuellement, avec cette voiture du Koopman Racing. Image assez sympa, on a la silhouette de Mark Jobst, on a une... je pense que c'est une M4, et puis on a une radicale qui dépasse, voilà. C'est à peu près toutes les catégories qu'on peut avoir hein, dans ce championnat Supercar Challenge, qui sont réunis sur la même image, que vous pouvez toujours suivre en live streaming, en principe sur Facebook et YouTube. 14 tours bouclés pour Stowell et Gonzalez, et voilà ce que je disais, notamment en parlant de la course d'hier. 2,27,232 pour cette voiture numéro 618 pilotée par Rodolfo Gonzalez, 2,26,2 pour la 614 de Berg et Engele. Donc l'écart se réduit sur ce deuxième relais, c'est exactement ce qui s'est passé hier, et effectivement, on a toujours deux manières de voir la course, effectivement, quand on a deux pilotes qui ont des niveaux qui ne sont pas forcément les mêmes, est-ce qu'on met le plus rapide en premier ou le moins rapide ?
Bah visiblement, au vu de ce qu'on constate depuis les courses d'hier, dans la 618, on met plutôt Stowell qui est le plus rapide des deux au début de la course, alors que dans la 614, c'est l'inverse. On met toujours le pilote moins rapide, qui va donc forcément perdre des positions au début de l'épreuve. Mais maintenant, on a justement le deuxième pilote de cette voiture. On ne sait pas vous dire si c'est Alain Berg ou Patrick Engeleu qui est dans cette auto. Mais du coup, eh bien, ça remonte fort, plus que 9 secondes 3 de retard entre ces deux voitures qui mènent la classe CN. Et même la 177 de Bob Herbert n'est pas très loin de la tête de course. Hein. Au général, 3 secondes 9. On pourrait avoir un prototype dépassé par une GT. Ted Van Vliet, la 108, a fait son passage obligatoire par les stands pour purger sa pénalité. Et là, on a une voiture, c'est la 107 justement de Dan Meyer, donc qui s'arrête également. On ne s'est pas arrêté au même tour du coup, donc à voir qui a été le plus rapide dans le tour de rentrée et qui sera le plus efficace dans le tour de sortie, parce que c'est le podium en classe GT qui se joue là, puisque Pierre-Étienne Bordet avec sa Porsche de chez Speedlover, la 128, ça me paraît compliqué pour qu'il puisse aller dépasser Van Vliet et Meyer. Van Vliet qui a dépassé apparemment Dan Meyer, effectivement. On va attendre de voir le passage au premier intermédiaire du prochain tour pour les deux pilotes pour pouvoir avoir une information assez fiable et précise là-dessus. Il reste 19 minutes et 29 secondes plus un tour, ce qui veut donc dire que nous avons également fermé la pit window, la fenêtre d'arrêt au stand. Maintenant, les arrêts au stand ne sont plus obligatoires et surtout, il fallait avoir fait son arrêt au stand avant cette phase de fermeture. La 339 Tony Rulst en 30e position générale qui passe également par la pit lane, mais elle m'a l'air d'être arrêtée depuis quelques temps. Et c'est son deuxième arrêt au stand surtout. Ah, on a une voiture dans le bac, là on voit un drapeau vert qui est agité à l'entrée dans ce tableau, donc ça doit être dans cette zone ici. Oui, voiture dans le bac, effectivement, la sortie du pif-paf. On va avoir un drapeau jaune à cet endroit. Impossible de vous dire de qui il s'agit pour l'instant. Yellow flag turn 13. C'est une radicale, on dirait, comme ça. On a l'impression de voir un prototype. Maintenant, on ne va pas vous le dire de manière totalement ferme et définitive. Full course yellow, allez, nouvelle procédure full course yellow pour cette sortie de piste. Donc du côté du pif-paf, la sortie du pif-paf, voiture qui est allée se mettre dans le bac. Oh, et on a une voiture arrêtée, une BMW, ça ne serait pas la 107 ça je me demande si ce n'est pas la 107. Ça ressemblerait très fortement en tout cas. Et on retrouve effectivement une radicale jaune fluo qui est allée dans le bac du côté du pif-paf. Mais la voiture, la BMW qui s'est arrêtée, ça ressemblait fort à une M6 GT3. C'est la 107. Hein. Effectivement, Dan Meyer qui avait écopé d'un drive-thru. Oui, c'est lui effectivement qui est out actuellement et qui enlève... on est en train d'enlever pas mal d'herbe qui était dans le radiateur de cette auto. Et c'est la 733, semble-t-il, hein, de Van Damme et Raducanu en radical, puisqu'elle chute au classement. C'est la seule qui ne passe plus. Elle n'a pas passé effectivement le deuxième point intermédiaire. Oui, il y a un peu de liquide, ouais. Un petit peu de liquide peut-être qui s'est échappé de cette numéro 107. Que de rebondissements dans cette épreuve du Supercar Challenge. Nouveau full course yellow, donc les voitures qui sont bridées à une vitesse prédéfinie. Je me demande même si ce n'est pas la même vitesse que dans les stands, histoire que les pilotes aient simplement appuyé en fait sur le bouton de limite de vitesse et que ce soit plus pratique pour tout le monde. Mais donc full course yellow. Ici, ça n'est pas comme en Formule 1 où vous avez un delta ou aux 24 heures du Mans à l'époque avec des slow zones, des zones prédéfinies. Ici, c'est tout le circuit à une vitesse limite. Et comme cela, eh bien, ça permet d'avoir un petit peu moins de différentiel. Mais après, forcément, si vous êtes lancé à 300 ou à 250 en bout de ligne droite du côté des combes, si on vous dit soudainement vous devez vous mettre quasiment au pas, forcément, ça vous fait perdre plus de temps que pour quelqu'un qui aborde l'épingle de la source. On va aller dégager donc ces deux voitures. Bon, ce sera plus facile pour la 107 qui est déjà dans l'échappatoire de toute façon du côté des combes. Ici, voilà, on a lancé le véhicule d'intervention pour aller chercher ce qui est effectivement la 733 de Van Damme et Raducanu qui était monté sur le podium hier. On est aussi en train, bien sûr, de venir un petit peu éponger le liquide qui est à côté de cette BMW. Alors, on va lui donner le bénéfice du doute, c'est potentiellement du liquide d'une autre voiture, mais ça me paraîtrait quand même assez étonnant, vu l'arrêt. Et on l'a vu enlever pas mal d'herbe aussi du radiateur, donc forcément peut-être que ça a pu créer un souci, hein, avec un peu de liquide de refroidissement potentiellement. Donc ça
nous stoppe un petit peu cette lutte pour la 3e place en GT, puisque Ted Van Vliet est maintenant 3e de cette classe et qu'il se battait contre Dan Meyer dans la 107. Ça règle en tout cas cette bataille-là, mais il reste encore un peu plus d'un quart d'heure, hein, il faut pouvoir tenir jusqu'au bout, et on voit que, bien même si ce n'est qu'une course entre guillemets d'1 heure, avec des GT3 qui peuvent théoriquement en faire 24, les mécaniques restent soumises à rude épreuve. Il fait quand même assez beau, il fait surtout chaud sur le circuit de Spa-Francorchamps, il fait quand même assez correct, hein, c'est très agréable, et j'imagine que c'est pour cela qu'une bonne partie d'entre vous avait choisi de nous rejoindre ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps, mais du coup forcément ça n'est pas simple pour toutes ces mécaniques. Cette 107 qui, en plus, on va saluer l'équipe Coopman Racing qui a eu le bon goût de mettre une livrée BMW Motorsport sur cette auto qui la rend donc de toute beauté. La 733 a été poussée derrière le mur et derrière le rail. On voit que le pilote est toujours dans la voiture par contre, donc peut-être la possibilité de repartir après ce tête à queue, bien entendu. Je vois dans notre classement, on a une voiture qui a un arrêt au stand sur fond bleu. Et je me demande, comme c'est à 305 de Barenbrück alors que c'est reparti drapeau vert, je me demande si ce n'est pas l'arrêt au stand qui a fait en début de course pour problème mécanique et qui serait donc en dehors de la fenêtre d'arrêt obligatoire et qui pourrait lui causer des problèmes un petit peu plus tard. On est donc reparti sous régime de drapeau vert à 14 minutes 24 secondes plus un tour du BC du drapeau à damier. Toujours la 618 de Stowell et Gonzalez en tête, mais il n'a plus que 2 secondes 7 d'avance sur Herbert dans la 177 en GT, et surtout 4 secondes 1 d'avance sur Berg et Engel, la numéro 614. C'est là-dessus qu'on va évidemment se concentrer un maximum, même si attention, la bagarre pour la victoire en GT n'est pas non plus si lointaine, hein. Herbert avec la Continental GT3, il n'a que 2 secondes d'avance sur Max Tube et Max Very.
11 minutes plus un tour avant l'arrivée de cette épreuve. 4 secondes 8 entre la 618 et la 614 en catégorie CN, la catégorie reine de ce Supercar Challenge. L'écart est stable. Finalement, Rodolfo González qui s'en sort très bien ici, l'ancien pilote de GP2 et qui, bien ma foi, tient bon. Mais Herbert est allé une seconde 6 plus vite dans le premier secteur là, que Stowell et González. Est-ce qu'on pourrait avoir potentiellement une GT qui viendrait s'imposer au classement général? Ça, ce serait assez impressionnant, bien sûr. À voir comment tout cela va évoluer dans ces 10 dernières minutes. Donc en CN, les leaders sont la numéro 618 de William Stowell et Rodolfo González. En GT, la lead, c'est la numéro 177, alors que, excusez-moi, mais je vois une image d'une M4 GT3 qui vient de passer une radicale. On avait l'impression de papa voiture et enfant voiture qui étaient côte à côte ici. Toujours assez impressionnant de voir ces BMW qui prennent de la place sur le circuit. En GT, donc la 177, la Continental GT3, la Bentley de Bob Herbert. En Super Sport 1, c'est maintenant Jonas de Kimp qui est en tête avec la 264 devant la 201 de Borst et de Borst. En Radical, Jérôme Greenhalgh en tête avec la 705. En Super Sport 2, Andy Dam dans la 309 qui mène les débats, avec 15 secondes d'avance sur Kerik et Kerik. En Sport 1, on a Niemann dans la 401 qui mène la course devant Mark Jobst dans la Silhouette. 461. Et enfin en Sport 2, Sport 2, c'est Dries et Hilgers qui sont en tête avec la 862 devant la 801 de Vandenbroek et Iserbait. 9 minutes 20 secondes plus un tour avant le drapeau à damier. Et attention, qu'est-ce qui s'est passé pour Herbert qui est passé maintenant en deuxième position en GT? Il avait fait le meilleur temps dans le premier secteur et il s'est effondré dans le secteur 2 et le secteur 3. Il a perdu 2 secondes dans le secteur 2, 3 secondes dans le secteur 3. Et maintenant, il est deuxième en GT derrière Tube et Vering. Ça, c'est assez impressionnant, cette Continental GT3 qu'on voit à l'écran et qui n'a pas l'air de mal fonctionner dans le raidillon. Ça, c'est assez étonnant. Pour Bob Herbert qui menait largement cette classe GT et qui pouvait même commencer à espérer un succès au général. Oh là, attention avec la BM de, je pense, Tube et Vering. Et on a aussi la 614. Ils sont en fait... tous les trois aux prises, la 111, c'est la BM de Tube et Vering, la 614, la Norma donc de Berg et Engele, et la 177, c'est la Continental GT3. Là, c'est un petit peu fouillis entre tous ces pilotes, et il y a maintenant 8 secondes 6 d'écart entre William Stowell et Rodolfo González. C'est quand même assez étonnant parce que d'un coup, la 614 et la 177 sont passées à plus de 8 secondes de la tête de course ensemble, et elles se retrouvent là sur la même image. Ça, c'est assez étrange. Et la 614 qui du coup essaye de dépasser la M6 GT3 numéro 111 de Max Tube et Max Vering. Il va à l'intérieur, que ce soit Alain Berg ou Patrick Engele. Et maintenant, eh bien, on a la lutte pour la victoire en GT qui est sur l'écran et qui est dans la même image. Oh là là, la PM qui a adopté une trajectoire très particulière dans le pif-paf, qui va s'imposer en GT entre la 111 de Max Tube et Max Vering ou la 177 de Bob Herbert. Ça, eh bien, faites vos jeux, rien ne va plus. 7 minutes 37 plus un tour à parcourir. Et c'est encore une fois, on l'a vu hier, ce plus un tour peut faire très mal. On a vu des pannes d'essence. Ça dépend évidemment quand le leader passe la ligne. Alors ici, on nous remontre la 111 qui est sortie un petit peu large. Petite glisse tout à fait maîtrisée. Mais... ça ne nous dit pas ce qui est arrivé à la 177 et à la 614. Il y a maintenant 9 secondes 5 d'écart entre les deux voitures de tête en CN, alors qu'on a un warning flag pour la 177 de Bob Herbert, pour non-respect des limites de la piste. Très étonnant ce qui vient de se passer ici sur cette bataille pour la tête en GT, et la bataille aussi, on peut l'appeler comme ça, pour la deuxième place du classement général avec la 614, la Norma. Parce on voit quand même que la GT en ligne droite a quand même une sacrée vitesse de pointe. Attention, c'était très limite là. On a failli aller au contact avec la 614. Et attention à l'extérieur, la 177 qui a essayé de dépasser la 111, mais il y a aussi la 244. Ça c'est l'Audi, hein, il me semble, de Schulte et Meyer,
l'Audi TCR. Et oui, parce que là, en fait, la bagarre pour la tête en GT se retrouve mêlée à toutes les voitures au ralenti, là où il y a un petit peu retardataire. Et Bob Herbert qui a failli aller percuter une BMW dans l'épingle de Bruxelles. Une BMW qui, elle, est en catégorie plutôt super sport. Ah oui, il faut réussir à se frayer un chemin entre tout le monde, et ça, ce n'est pas toujours facile. On a une Z4 GT3 aussi qui est là au milieu du jeu de quilles, une autre Audi TCR, et là, Bob Herbert, il ne s'est pas trop passé, il va aller tenter à l'extérieur au niveau de la sortie du double gauche. Et la 111 qui parvient à passer entre tout le monde. Et on a toujours la 614 aussi qui est toujours devant, la Norma en classe prototype qui reste en deuxième position. Tout comme au classement général, c'est passé pour la 177, donc maintenant il n'y a pour l'instant plus de voitures entre la 111 et la 177, ces deux voitures qui luttent âprement pour la victoire en classe GT. 10 secondes entre Stowell Gonzalez et Berg Engele, la bagarre pour la tête de course en CN, donc en classe prototype, avec les Norma et les Praga. Ouais, attention, on arrive à la chicane bus stop, il y a une radicale qui est au milieu du jeu de quilles aussi. Je me demande si ce n'est pas d'ailleurs la 733 qui était partie en tête que tout à l'heure. 4 minutes 30 plus un tour avant le drapeau à damier. Il doit rester 3 tours environ, je dirais maintenant, en termes de temps restant, parce que Stowell et Gonzalez, enfin Gonzalez a passé la ligne il y a une bonne dizaine de secondes. Ouais, il doit rester 3 tours au total dans cette épreuve. Et toujours, eh bien... l'incertitude la plus totale concernant la victoire en catégorie GT. On va rentrer malheureusement à l'Alpine numéro 301 de Wout et Vandenbroek. On va la rentrer au box. On en aura vu des Alpines en piste en tout cas lors de ce meeting de Spa Euro Race. Ça c'est une certitude. Et on voit Barenbrück dans la numéro 305 du Basque Scooter Racing. Plus que 6 secondes 5 de retard sur le podium en Super Sport 2. Hein. Bon, il ne remonte pas forcément, mais qui sait, un petit souci devant, ça pourrait aller chercher un podium. La Rostand de la Honda Civic, 339 de Verhulst. On a aussi la 211 de Tappel et Visselink qui est dans la pit lane depuis quelques temps. Et là, quand on regarde du côté du moteur, ça n'est jamais une bonne nouvelle pour la Honda. Warning Flag, voiture numéro 401. C'est Niemann du Spirit Racing Team, Rob Niemann, le pilote néerlandais. Alors ça va nous poser un sacré casse-tête si William Stowell et Rodolfo Gonzalez s'imposent, parce que nous avons un Britannique et un Vénézuélien dans cette voiture. Quel hymne jouerons-nous? Ça, on vous donnera les informations au bon moment, bien sûr. Un podium qu'on vous fera suivre évidemment sur le circuit, si ce n'est sur le live streaming où on partira du côté de la F4 FFSA, bien évidemment, cette prochaine course. Sauf si on arrive à faire les 10 podiums en 5 minutes, ce qui me paraît hautement peu probable. Et vous l'avez bien entendu, 10 podiums différents. On célébrera les podiums en CN, donc la catégorie prototype, en radical, en GT, en trophy, qui est intégré donc à la classe GT, en Super Sport E, en Super Sport V, en Sport E, en Sport V, et on aura aussi les 2 podiums du DRDO qui se greffent également à ce Supercar Challenge, DRDO Special Plus et DRDO BMW M3. Warning flag pour la 401, Rob Niemann, effectivement, vous l'avez déjà annoncé, 2 minutes plus 1 tour, donc il reste 2 tours de piste, hein, clairement ici à mon avis. Avec les derniers tours en 2,24, 12 secondes 8 d'écart entre Stowell et Gonzalez. Et maintenant, c'est Max Tube et Max Bering qui passent en deuxième position avec la 111 au classement général, devant Herbert et la voiture 614 de Berg et Patrick Engele. Les revoici sur notre écran, justement, avec la M6 qui a réussi à intercaler une Porsche entre la M6 et la Bentley Continental GT3. Et la Praga de tête, eh bien, qui continue pour l'instant son petit bonhomme de chemin au niveau des combes. 1 minute 30 plus un tour de l'arrivée. Ça devrait être la victoire pour William Stowell et pour Rodolfo Gonzalez. Une victoire sur le circuit de Spa-Francorchamps, ça ne se refuse pas. Et c'est souvent d'ailleurs une victoire de prestige, peu importe le championnat dans lequel on parvient à la découvrir. Spa-Francorchamps qui fait partie de ces grands circuits, évidemment, sur lesquels il compte, et ça compte, de gagner des circuits historiques, des circuits magnifiques également.
dernière minute et un tour supplémentaire qui sera ajouté ensuite, bien évidemment. Début du dernier tour pour Rodolfo González, le pilote vénézuélien au volant de cette Praga. 22 tours bouclés, il y en aura donc eu 23 dans cette deuxième joute du Supercar Challenge, GTN Prototype Challenge. Et la 618 qui va aller tranquillement, on l'imagine, s'imposer maintenant. Elle est encore dans quelques manœuvres de dépassement. Le meilleur tour en course qui appartient également à cette voiture en 2.22.725. Ici on roule en 2.24.8. On adopte un train un tout petit peu moins élevé bien sûr. 11 secondes 3 entre les deux premiers. Et donc maintenant Tube et Vering, ils ont 2 secondes 9 d'avance sur Bob Herbert. Je pense que c'est à 111 qui va aller s'imposer dans cette classe GT. Et voilà, le drapeau lamier qui est présenté à Rodolfo González qui partage cette Praga avec William Stowell. Victoire pour la numéro 618 au bout de 23 tours de course, 1 heure plus 1 tour. On attend Max Tube et Max Vering qui franchissent la ligne en deuxième position. Victoire en catégorie GT. Alain Berg et Patrick Engel, 3e place au général, 2e place en CN. On a Bob Herbert, 4e avec la Bentley Continental GT3. Ted Van Vliet qui ira sur le podium également en catégorie GT. En catégorie Super Sport. Et on va avoir la victoire de Jonas de Kimp, normalement dans la 264. Ah, results are pending. Et là, voilà ce qu'on redoutait tous, mais on est en train d'observer s'il y a eu des dépassements de vitesse limite sous full course yellow. Et donc forcément la direction de course doit analyser tout cela. Et on va attendre la publication des résultats, déjà non officiels, mais des premiers résultats voilà, qui pourront être donnés. Donc là, nos 10 podiums du Supercar Challenge vont peut-être prendre un peu de retard en plus de tout cela. Ce serait très drôle qu'on ait des pilotes de la F4 France qui viennent au milieu du podium du Supercar Challenge, mais normalement c'est assez rapide, hein. On va simplement regarder, il faut analyser évidemment toutes les datas. On a eu 2 procédures de full course yellow, on rappelle, il faut respecter une vitesse maximale.
forcément, certains pilotes peuvent essayer de tenter un petit peu de pousser le bouton un peu trop tôt. Et là, eh bien, on va regarder évidemment ce qu'il en sera. Et on reviendra vers vous dans quelques instants avec les podiums que vous pourrez suivre sur le circuit. Et pour les personnes qui regardent le live streaming, ce sera la F4 FFSA que vous pourrez suivre, plus que probablement avec les commentaires de Sam Piroton, parce qu'à mon avis, nous serons encore en plein podium. On revit les meilleurs moments de cette manche numéro 2 ici pour le Supercar Challenge, powered by Hankook.
et Maxime Martin notamment. On a également le Belge Amaury Cordel qui évolue en Formule 2. Et puis on a une autre série de pilotes qui sont arrivés jusqu'à la Formule 2 actuellement. Victor Martins, pilote aux couleurs de Alpine, Arthur Leclerc, le frère de Charles Leclerc, Théo Pourchaire qui a roulé ce week-end évidemment du côté de Barcelone. On retrouve un autre Belge encore, Ulysse Depot, qui sera lui aussi du côté du Mans. Il est en train vraisemblablement de rouler cet après-midi sur le tracé de 13 km dans le cadre des journées test de 24 heures du Mans, pilote Ferrari. Et puis encore, un autre Français, Isaac Adjar, qui est lui aussi arrivé jusqu'à la Formule 2. Vous le voyez, de grands noms qui sont passés par la F4. Et puis peut-être, il vous semblera que c'est un peu plus anecdotique, mais on pourra également le signaler que ce sont ces monoplaces de la FFSA Academy qui sont utilisées dans le cadre du Grand Prix Explorer qui voit les vedettes des réseaux sociaux, de YouTube notamment, s'affronter au mois de septembre sur le tracé du Bugatti sur la base d'une initiative de Squeezie. On sera curieux de suivre l'évolution notamment de Anastasia Lopez, bien sûr. Voilà. On constate sur les images de la caméra de sécurité que les pilotes sont en train de quitter le paddock et de monter en piste au niveau de l'eau rouge et du raidillon. Ils vont donc venir nous rejoindre ici, d'ici quelques instants, sur la grille de départ. Alors qu'on a les images de la cérémonie protocolaire de l'épreuve précédente, le Supercar Challenge.